marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, l'incontournable radio de la résistance et de la réinformation, et vous écoutez le 15e épisode de La Marche du Monde en compagnie de Youssef Indy. Salut Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Youssef, dans ton dernier article, tu reviens sur un des courants les plus importants qui structure l'essentiel des États occidentaux, qui est le mouvement, le courant néoconservateur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, le mouvement néoconservateur est issu du trotskisme. Un des pères fondateurs connus, c'est Léo Strauss. Pour ça que certains les appellent les Straussiens. Des anciens trotskistes, très souvent immigrés, venus d'Europe, qui sont installés aux États-Unis, qui ont fait un virage néoconservateur. Et pour ça qu'on les appelle les néoconservateurs, et qui sont essentiellement issus de la communauté ashkénaze. Ces néoconservateurs, si on prend les définitions qu'en ont données des néoconservateurs eux-mêmes comme Max Boot ou l'éditorialiste juif américain Harry Paul, ou encore Stephen Walt et John Mearsheimer dans leur livre Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, ils disent, et ces gens-là, ces politologues américains, néoconservateurs, ils disent que le noyau dur du néoconservatisme est juif. Ils sont dans leur quasi-intégralité d'origine juive et pro-israélien. Donc Max Boot écrit clairement que le cœur du néoconservatisme, c'est la défense d'Israël. Voilà, ça c'est clair. Ce qui s'est passé historiquement avec l'élection de George W. Bush en 2000, puis les attentats du 11 septembre, c'est que ces néoconservateurs ont pris le pouvoir. En fait, ils ont fait un coup d'État. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Wesley Clark, qui était un général américain, qui était commandant suprême de l'OTAN. Donc c'est pas n'importe qui, et d'ailleurs qui est lui-même d'origine juive. Et donc il dit dans une conférence que je cite en 2007 que ce qui s'est passé avec le 11 septembre 2001, c'est un coup d'État. Il dit nous avons eu un coup d'État dans notre pays. Et il dit ceux qui ont fait ce coup d'État, c'est les néoconservateurs, notamment issus de ce qui s'appelle The Project for a New American Century, donc le projet pour un nouveau siècle américain. Et parmi ses membres fondateurs influents, il y a Robert Kagan. Le mari de Victoria Nuland. Voilà, Victoria Nuland, Nudelman de son vrai nom. Donc ils ont pris le pouvoir à partir de 2001, ils ne l'ont jamais lâché. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de révolution d'octobre inversée, prise de pouvoir par une communauté sur un État On peut dire ça, mais sauf que ça ne s'est pas fait de la même manière. Bien sûr, ça ne s'est pas fait dans le sang. Ça s'est pas fait dans le sang, on peut dire que c'est un révolution de velours. Voilà, un coup d'État institutionnel. Enfin, de velours, voilà. Il y a quand même eu le 11 septembre. Mais oui, il y a eu le 11 septembre, qui a été donc un attentat qui a justifié des guerres extérieures voulues par les néoconservateurs. En Irak. Et oui, Afghanistan, Irak, voulues par les néoconservateurs et donc voulues par le lobby pro-israélien. Ça a été aussi le prétexte de la mise en place de l'état d'exception sur le territoire américain. Avec le Patriot Act. Avec le Patriot Act 1 et 2. Donc l'état d'exception est aussi ce que j'explique dans mon livre, surtout dans mon dernier livre de façon plus détaillée, c'est qu'ils ont imposé l'état d'exception pas seulement aux États-Unis mais à l'échelle de la planète. Parce que l'état d'exception, c'est la suspension normalement temporaire de la loi, mais en déclenchant cette série de guerres et en violant en fait le droit international, ils l'ont suspendu d'une certaine façon. Donc ils nous ont tous fait entrer à l'échelle des États-Unis, à l'échelle de l'Occident et à l'échelle du monde, dans un état d'exception planétaire. C'est ce qui s'est passé mérite une étude approfondie, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon dernier ouvrage. Et ils ont imposé cet état d'exception à l'échelle de l'Occident, de l'Europe, par la guerre contre le terrorisme. Donc, ils ont entraîné les pays
Jacques Chirac s'est opposé à la guerre en Irak, mais après le départ de Jacques Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy a attaqué la Libye, qui faisait partie de la liste, c'était un des pays qui était ciblé par les néoconservateurs. C'est ce que raconte Wesley Clark. Il y a eu cet entretien fameux et très connu où il dit qu'il est allé au Pentagone après le 11 septembre et on lui a dit on va attaquer l'Irak. Et il pose la question suivante, il dit mais est-ce que Saddam Hussein a des liens avec Al-Qaïda ? On lui répond non. Et on lui dit, donc c'est un officier au Pentagone qui lui dit mais monsieur, il y a plus grave, en général il y a plus grave que cela. Nous n'allons pas seulement attaquer l'Irak, mais nous allons attaquer 5 pays en 7 ans. Je crois que c'était ça. Et parmi ces pays, il y avait le Liban, l'Iran, la Libye, le Soudan, voilà, et d'autres pays. Et donc la Libye faisait partie des pays à détruire. Domino. Voilà, un des dominos, un des pays à détruire. Donc ils ont imposé l'état d'exception en Europe. On avait eu notamment en France le plan Vigipirate, puis Vigipirate orange, rouge, écarlate. Et puis on a eu en 2015 surtout l'état d'exception permanent qui a commencé avec les attentats, l'état d'urgence qui est en fait un état d'exception puisque l'état d'urgence a été prolongé. Et il a été prolongé, l'état d'urgence terroriste, jusqu'à l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a pris le relais. Donc les États-Unis, les néoconservateurs ont fait un coup d'État aux États-Unis, et c'est un coup d'État à l'échelle de l'Occident. C'est un coup d'État international, car l'élection de Nicolas Sarkozy a été une forme de coup d'État des néoconservateurs, puisque quand il a pris le pouvoir, il a fait pénétrer dans la haute administration française, notamment au Quai d'Orsay, des néoconservateurs. Comme Kouchner. Mais Kouchner, c'était le ministre. Mais il y a toute une faction qu'on appelle d'ailleurs la secte, en France, au Quai d'Orsay. La secte, j'en parle dans mon article, c'est d'ailleurs un article de Marianne qui parle de cela, la secte qui colonise le Quai d'Orsay. Cette secte, c'est la secte des néoconservateurs. Donc Nicolas Sarkozy a un rôle central dans le prolongement de ce coup d'État qui a commencé donc aux États-Unis et qui s'est prolongé en France. Oui. Et ce qui est vraiment savoureux, c'est de l'entendre aujourd'hui avoir des propos, je dirais, plus ou moins pacifistes, enfin ouverts au dialogue avec la Russie de Poutine, en reprenant grosso modo les arguments russes sur la volonté de neutralité de l'Ukraine. C'est assez savoureux quand même. Oui, mais alors c'est ça. Oui, le personnage est complexe quand même. Oui, et il faut rappeler effectivement que c'est de sa faute si on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir, il a fait pénétrer des néoconservateurs dans la haute administration qui n'en sont jamais sortis. Qui sont toujours là. Il a réintégré la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Il a, je l'ai dit, été en pointe dans la destruction de la Libye, une guerre qui a été voulue par les néoconservateurs et qu'en fait la France principalement a fait pour le compte des néoconservateurs qui contrôlent les États-Unis. On ne finit pas de payer le prix avec ces arrivées de migrants incessantes. C'est ce qu'avait dit Kadhafi, et il avait dit imbécile que vous êtes, en parlant des Européens, vous êtes en train de détruire le verrou qui empêche les vagues migratoires. Sauf qu'ils se trompaient. Ce ne sont pas des imbéciles. C'était volontaire. C'était un objectif. C'est pour ça que là, en fait, quand on analyse les choses sur le plan global, géopolitique et historique, sur la courte durée, on comprend que les néoconservateurs, d'un côté, qui se présentent comme des patriotes et des défenseurs de la nation, sont en fait les alliés des globalistes sorosiens, parce que les néoconservateurs détruisent la Syrie, la Libye, ils sèment le chaos partout, et les ONG de George Soros, mais aussi la CIA, financent les vagues migratoires. Donc en fait, c'est le néoconservatisme et le globalisme sorosien marchent de pair. C'est tout à fait fonctionnel, c'est un duo fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Donc, Sarkozy est parti, on a eu François Hollande et aujourd'hui on a Emmanuel Macron.
qui synthétise finalement ce libéral libertaire et néoconservateur en politique extérieure. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France est un État totalitaire ? Oui, alors justement, ce totalitarisme, à l'échelle de la France, il s'explique par une évolution du champ politique qui s'explique lui-même par une évolution religieuse et idéologique très particulière. Pour faire court, ce qui structurait l'échiquier politique français durant le XXe siècle, c'était l'opposition entre, d'un côté, la tradition républicaine, socialiste et communiste, donc athéiste, contre une droite qui était plus ou moins enracinée dans le catholicisme. Et donc, sur le plan géographique, il y avait ces deux bastions-là. Les bastions républicains, socialistes, communistes, et le bastion de la droite catholique. Mais depuis l'effondrement du catholicisme avec Vatican II, donc 62-65, on a eu à partir des années 70 un début de décomposition de cette structuration qui opposait le monde clérical, le monde de la droite catholique à la gauche athéiste. Le résultat final, c'est que la droite a été absorbée par la gauche historique, par cette tradition républicaine, etc. Mais elle-même devenue folle parce qu'elle a été privée d'ennemis, privée de son ennemi catholique et de la droite traditionnelle. Et donc cet équilibre a été brisé puisque les partis politiques qui étaient structurés idéologiquement se sont d'une certaine façon fondus. Et là effectivement, les sociologues actuels viennent confirmer ce que disait par exemple Jean-Marie Le Pen quand il parlait de l'UMPS. Eh bien, c'est ce que Jean-Claude Michéa appelle depuis une vingtaine d'années maintenant, l'alternance unique du capitalisme. C'est-à-dire que la droite et la gauche sont parfaitement interchangeables. Donc le libéralisme libertaire a fini par s'imposer, mais le libéralisme a fini par disparaître, puisque le libéralisme, dans le champ politique, sépare le politique du social. Or, aujourd'hui, avec l'émergence d'une sorte de parti unique au pouvoir, c'est-à-dire un parti central macrono-rothschildien avec une aile gauche mélenchonienne et une aile droite mariniste et républicain. Et qui possède tous les contre-pouvoirs. Oui, en fait, l'Assemblée nationale, il n'y a plus de contre-pouvoir, effectivement, ce que j'explique d'ailleurs dans l'article. L'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Le Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius, l'homme du sang contaminé, l'homme de Al-Nosra fait du bon boulot, vient valider systématiquement la politique liberticide de Macron. On l'a vu avec le Covid. Avec le Covid, c'est-à-dire que la politique sanitaire menée par Macron était conseillée par McKinsey, notamment par Victor Fabius, qui est directeur associé de McKinsey. Qui est son fils. Donc le fils de Laurent Fabius. Et donc, le Conseil constitutionnel a validé une politique menée par Macron, conseillée par le fils du président du Conseil constitutionnel. Et idem pour le Conseil d'État. On voit bien que le Conseil d'État, on l'appelle uniquement pour valider, comme la Bayad, et certaines mesures voilà. Et appuyer des mesures du gouvernement. Voilà. Donc, on en est là avec des institutions qui ont été absorbées par... Dévoyé et puis absorbé par un État totalitaire. Donc les partis politiques Oui, c'est un parti unique en fait. Oui, c'est un parti unique avec une aile gauche et une aile droite. C'est ça, ouais. Donc c'est ce que j'appelle le parti unique macrono-rothschildien avec l'aile gauche mélenchonienne et l'aile droite mariniste. Et bien sûr les républicains. Donc quand vous êtes dans cette situation politique où il n'y a plus de parti d'opposition, où il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs, la tradition de montesquienne a été jetée à la poubelle. Le libéralisme qui séparait le champ politique et le champ social lui aussi a disparu. C'est pour ça que en fait, ça a été acté pendant la tyrannie sanitaire. On nous a dit que la liberté n'était plus la priorité. Ce qui était la priorité, c'était la sécurité, la santé, etc. Comme avec les attentats.
Oui, la même logique. Donc, la tyrannie sanitaire a succédé à l'état d'urgence sanitaire a succédé à l'état d'urgence terroriste. En fait, on est passé d'un ennemi qui intérieur, extérieur, avec une barbe, à un ennemi microscopique invisible. Donc, l'état totalitaire a trouvé des ennemis, une série d'ennemis. Les musulmans, les catholiques intégristes, le virus invisible, la Russie, etc. Ce qui lui permet de se justifier, de justifier ce totalitarisme qui s'est imposé et qui a brisé non seulement le mur entre le social et le politique, mais aussi entre l'État et le corps humain. Est-ce que tu peux développer quand tu dis qu'il a brisé le mur entre le social et le politique ? Là, par exemple, on a eu une illustration récente, là, avec l'annonce de la dissolution de Civitas, mais la dissolution de 34 associations depuis que Macron est au pouvoir. Et on en a eu l'illustration avec le Covid, où là, c'est même pas une distinction entre le pouvoir politique, le politique et le social, mais entre le politique et le corps humain, le biopolitique. Donc en fait, on est arrivé à une telle invasion de cet état totalitaire qu'il a fini par nous imposer des injections de produits expérimentaux dans notre propre corps. C'est-à-dire qu'on a atteint le totalitarisme dans le biopolitique. Des choses que même des États comme l'État fasciste italien ou le nazisme allemand n'étaient jamais arrivés aussi loin dans la vie privée en fait de ses citoyens. Parce que les moyens techniques, la technologie aussi le permet. C'est-à-dire que la dimension totalitaire est aggravée par l'évolution technologique. Avec les médias de masse comme la télévision et la radio. Le téléphone portable, récemment, là, il y a quelques mois, il y a une loi qui est passée autorisant l'État à allumer le micro et la caméra des téléphones portables. Il y avait eu déjà la loi sur le renseignement quand ils ont déclenché l'état d'urgence terroriste sous Hollande, et donc progressivement les libertés ont disparu. Et là, on a eu effectivement durant le covidisme un exemple, une illustration éclatante avec l'interdiction de se déplacer au-delà d'un rayon d'1 kilomètre de chez soi, la limitation des sorties à 30 minutes, et ainsi de suite. Et tout le monde a trouvé cela normal puisqu'on nous a désigné un ennemi invisible, etc. Donc, et pour abonder dans ton sens, actuellement, les députés Renaissance, donc le parti de Macron, ont déposé un abonnement pour supprimer les VPN. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Oui, ils ça, sont revenus suivi. en arrière parce que quand même, ils sont allés un peu trop vite, je pense. Mais ils vont y revenir. Oui, bien sûr, j'aimerais revenir. Et il y a aussi un deuxième amendement qui a été déposé. Celui-ci n'a pas été rejeté sur la fin de l'anonymat sur Internet, et ils veulent imposer la carte d'identité numérique. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Tout ça est dans la même veine. Oui, bien sûr. Donc on est en fait l'état d'exception. Le totalitarisme s'accompagne en fait d'une guerre civile. Et le penseur allemand qui s'appelle Walter Benjamin, qui est un penseur dont les textes sont assez obscurs, mais parfois ils les éclairent, il disait que l'état d'exception, c'est le déclenchement de la guerre civile. Et d'une certaine façon, c'est vrai. C'est-à-dire que l'état d'exception, quand il devient permanent, quand il n'est pas limité dans le temps pour faire face justement à une situation d'exception, mais plutôt, on a plutôt là des situations, des dangers qui sont provoqués ou alors grossis par le pouvoir politique, justifiant un état d'exception permanent. Là, on l'a vu depuis surtout le covidisme, ça a apparu clairement. C'est le déclenchement d'une guerre civile, en fait, du pouvoir politique, donc de l'oligarchie qui contrôle l'appareil d'État, contre le peuple. Parce que plus ils avancent dans leur agenda écologique, qui est en fait un agenda de la haute finance détruisant l'économie réelle. Et de la banque contre l'industrie. Exactement. En fait, la banque contre l'industrie, la finance contre l'économie réelle, ça a été dans un premier temps, dans les années 80, la guerre de l'oligarchie
contre le monde ouvrier, puis la guerre de cette oligarchie contre les classes moyennes, puis là, depuis notamment le covidisme et la guerre en Ukraine, qui est un prétexte, c'est la guerre même contre les PME, PMI, les grandes entreprises, et une partie du grand patronat enraciné. Donc c'est une guerre ouverte contre toutes les catégories sociales productives, en fait contre la quasi-totalité de la société. Ça fait furieusement penser au mouvement bolchevique et l'administration soviétique de l'URSS quand même. C'est ce que j'appelle un soviéto-capitalisme. C'est-à-dire qu'on a un État effectivement totalitaire qui va contrôler tous les pans, tous les aspects de notre vie, collective et individuelle, mais cet État totalitaire, il est contrôlé par des intérêts privés, par une oligarchie. Et c'est pire encore que le système soviétique. C'est une sorte de politburo finalement, cette oligarchie. Oui, le forum mondial de Davos, est-ce que c'est pas finalement l'équivalent du politburo de Moscou à la période soviétique? Je dirais que c'est Bruxelles que j'appelle le politburo. C'est le politburo de Bruxelles. La commission. Oui, la Commission européenne qui concentre des pouvoirs de plus en plus importants, qui ont dépossédé. L'Union européenne a dépossédé les nations européennes de ses pouvoirs régaliens. Là, pour le coup, c'est un coup d'État technocratique, clairement. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas élus. Oui, bien sûr. Aucun des représentants de la Commission. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je dresse une liste assez précise dans mon ouvrage. En fait, c'est un coup d'État institutionnel mené par l'oligarchie financière. Parce que si on fait la liste des dirigeants européens qui se sont succédés à la tête de l'Italie, à la tête de la Grèce, à la tête de la Grande-Bretagne actuellement, à la tête de la France, à la tête de la Banque Centrale Européenne, je pense par exemple à Mario Draghi, on a un certain nombre, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne avec Barroso par exemple, tous ceux que j'ai mentionnés, sont des anciens de Goldman Sachs, ou alors sont allés chez Goldman Sachs après leur fonction, mais très, très souvent avant leur entrée en fonction. Tous en pèlerinage à Davos. Oui, et donc le président actuel en France est passé par Rothschild, le Premier ministre actuel britannique est passé par Goldman Sachs, et ainsi de suite. Donc c'est un coup d'État qui a été mené par la haute finance. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a eu un coup d'État des néoconservateurs, mais ce coup d'État s'est accompagné d'un coup d'État institutionnel par la haute finance, parce que néoconservatisme et haute finance, ça va souvent ensemble. Et donc, en Europe, en fait, l'Europe ayant été intégrée au grand espace des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il est normal que le coup d'État qui a eu lieu aux États-Unis se répercute sur l'Europe. Nicolas Sarkozy, avant l'élection présidentielle de 2007, il était ministre de l'Intérieur et il allait très souvent à l'ambassade des États-Unis avec des cadres, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des hauts cadres de l'UMP à l'époque. Et il rencontrait l'ambassadeur ainsi que... Avec son fameux t-shirt NYPD voilà. Lorsqu'il faisait son jogging à Central Park. Exactement. Donc d'une certaine façon, il a été choisi. Par cette oligarchie, tout comme Macron actuellement. Donc on a ces différentes strates de ce coup d'État et qui ne peut se comprendre que quand on prend quand même l'histoire de l'évolution idéologique, religieuse du système politique occidental. Et donc ce parti unique ne supporte pas donc la contradiction, ce qui explique cette inflation de décisions administratives, de fermeture d'associations, que l'on connaît aussi bien à droite qu'à gauche, de la part de Darmanin, qui dégaine à tout va en ce moment, ou contre Civitas dernièrement, pour museler en fait toute tentative de construction d'un discours alternatif. Mais finalement, qui est visé derrière? C'est le peuple. Oui, bien sûr, c'est le peuple, parce que ça fait des précédents. Le ministère de l'Intérieur dissout des associations sans passer par la justice. Darmanin annonce la dissolution de telle ou telle association. Bon, après, certaines sont retoquées, mais bon. Oui,
Il faut quand même le dire. Oui, bien sûr, De le dire. Mais il y a eu 34 dissolutions depuis que Macron est arrivé au pouvoir. On attend le résultat pour cette tasse. Mais donc, à partir du moment où ça fait un précédent, ça devient une habitude, ça finit par être accepté. Oui, et puis ça fait peur surtout. Parce que exactement. Je peux le dire, même une association comme Égalité et Réconciliation fait extrêmement attention au risque de dissolution, qui est quand même très problématique pour une association. Oui. Certaines ne s'en sont jamais remises. Oui, donc le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, là, en l'occurrence, par exemple, quelqu'un comme moi, j'ai reçu la visite de la police chez moi et j'ai été convoqué pour une audition sur ordre. C'est de l'intimidation. Sur ordre du ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas eu de... d'enquête, il n'y a pas eu de... Rien, simplement sur une décision tout à fait arbitraire. Donc ça fait des précédents et c'est aussi pour prévenir l'émergence d'une organisation politique radicalement opposée au pouvoir. C'est aussi cela. Donc arrestation arbitraire, dissolution d'associations, et donc c'est une façon de museler toute opposition politique présente et future. Tout à fait. Et comment vous voyez l'évolution des choses en France, puisqu'on voit que le pouvoir macronien a quand même beaucoup de mal, puisqu'il a quand même perdu sa majorité à l'Assemblée. Et donc là, il nous fait tout un cinéma, beaucoup de communication, mais finalement, on fait du surplace, on n'avance pas. Et puis on a le conflit en Ukraine qui est en train quand même progressivement de tourner à l'avantage de la Russie. Comment tu vois les choses évoluer en France ? Moi, je pense que la violence politique va continuer à s'aggraver, puisque s'il n'y a pas de soupape, je dirais pas démocratique, mais s'il n'y a pas, du point de vue du peuple, une opposition claire, des propositions politiques avec une perspective, un débouché dans le domaine électoral, eh bien, la seule expression qu'il leur restera, on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est la violence, c'est la confrontation directe. Donc, plus le pouvoir va se rigidifier, plus il se radicalisera, plus il exprimera son totalitarisme, plus il verrouillera la liberté d'expression, et plus la cocotte minute, plus la tension va augmenter s'il n'y a pas de débouché. Donc on va aller vers des confrontations violentes, des confrontations de plus en plus violentes dans les mois et les années à venir. Et le problème, c'est si c'est pas incarné par une structure politique intelligente et cohérente, est-ce qu'on risque pas finalement de se retrouver dans une voie de garage comme avec les Gilets jaunes, qui n'ont rien donné finalement, rien. Ça n'a rien donné parce que les Gilets jaunes, c'était le bas de la société. Les Gilets jaunes, il y avait des artisans et des petits patrons durant les premiers actes. Au début, ouais. Ils sont partis, les premiers actes, mais c'était la tranche de revenus, c'était 1 500 €. Or, une révolte qui aboutit, qui se transforme en révolution, c'est quand les catégories supérieures, classe moyenne, éduquée supérieure, commencent à être impactées, là ça commence, et qu'ils entrent dans la résistance, dans l'opposition, dans la révolte. Et donc, je pense que ce qui peut arriver à l'avenir, c'est l'émergence de figures politiques, pas dans le champ républicain politique habituel. Ouais, bien sûr. Ça émergera, on peut, je sais pas, avoir des gens comme des petits patrons ou des patrons de PME, des figures charismatiques qui mènent ce mouvement. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est inexistant, on est d'accord. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais justement, les périodes historiques comme celle-ci, de troubles, de chaos, font émerger des figures. Donc, c'est pas forcément des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît peut-être très, très peu, mais qui peuvent monter et émerger. Mais je vois pas un parti politique traditionnel mais montrer la voie. Ce qui nous menace, peut-être en France, ce serait l'épisode Mélanie, c'est-à-dire l'accession au pouvoir de Marine Le Pen et du Rassemblement national, pour finalement une trahison totale des électeurs. C'est exactement ce qui se passe en Italie avec Mélanie, jusqu'au caricatural, même, j'ai envie de dire. Ça peut arriver, mais ça aussi, c'est pas suffisant pour le système, parce que
Mélanie, on l'a vu, c'est vrai qu'en très vite en un an, elle carbonisée. s'est cramée. Oui. Elle s'est carbonisée parce que si vous prenez un parti dit souverainiste, qu'il arrive au pouvoir et qu'il applique la politique de l'Union européenne, de Davos et de Washington, et qui s'aligne sur l'OTAN, tout le crédit dont bénéficie ce parti est épuisé en quelques mois. Donc, en fait, du point de vue du système, il n'y a pas d'issue. Même si Marine Le Pen arrive au pouvoir, en 6 mois, 1 an, elle sera carbonisée comme Mélanie. Mais donc, en fait, tout ce que peut faire le système, c'est jouer la montre. Et on voit c'est ce que fait très bien Macron. Il faut quand même lui reconnaître ça, avec ses 100 jours, avec ses déclarations sur vous allez voir ce que vous allez voir à la rentrée, une initiative politique majeure. Et on voit que Macron ne fait que ça, en fait. Il joue la montre, en fait, parce qu'il n'a rien à proposer. Mais c'est de la courte vue. Si vous jouez la montre, ça fait quand même 7 ans maintenant qu'il est au pouvoir et ça tient. Hein. Oui, mais... Et qu'est-ce qu'a fait Macron, franchement, de vraiment structurant durant son premier quinquennat? Non, il a rien fait de structurant, il a fait de la destruction. Il n'a eu que des crises à gérer. Voilà, et ces crises-là vont se multiplier. C'est ça le problème, c'est que vous jouez contre la montre si vous avez un projet politique derrière à accomplir et qui va améliorer la situation. Mais jouez la montre parce que vous avez un projet politique de destruction de la société, à un moment donné, vous allez vous prendre le retour de flamme. Le problème, c'est que la différence entre le corps individuel et le corps politique, c'est le rythme, c'est la temporalité. Si vous prenez une gifle, vous, en tant qu'individu, vous allez réagir immédiatement, dans la seconde. Mais le corps politique ne réagit pas de la même façon. Donc il faut d'une certaine façon un certain temps. C'est comme les mouvements de plaques tectoniques, les mouvements sociaux, les évolutions sociales historiques, ce sont des mouvements de plaques tectoniques très lents. Mais quand l'éruption volcanique se produit, ou le tremblement de terre, c'est extrêmement violent. Et donc je pense que c'est ça qui va se passer, d'autant plus que les classes moyennes sont en cours de destruction. Après les classes populaires qui ont été laminées, maintenant c'est autour des classes moyennes. Donc soit il y a une réaction violente, et la réaction violente en fait a déjà commencé avec les gilets jaunes, mais c'est par étapes. Et je pense que la prochaine étape va être particulièrement violente, puisque ça va concerner les classes moyennes, les PME et les PMI. Ça a déjà commencé. Est-ce qu'on pourrait assister finalement à un anti-1789, une espèce de révolution inversée, où tout ce qui a été porté par les idéaux des Lumières et la Révolution serait battu en brèche Oui, alors... Est-ce qu'on peut rêver de ça ou pas? Alors, je suis content que vous me posiez la question, parce que ça va me permettre de répondre à Barbara Stiegler, qui est une philosophe et professeure à Bordeaux, qui s'est très bien positionnée sur le Covid, etc., mais qui, elle, arrive à la conclusion inverse. Stiegler, ouais. Oui, c'est ça. Et elle dit que le problème actuel, c'est que le pouvoir redevient monarchique, et qu'en fait, d'une certaine façon, on est en 1789, et que le pouvoir actuel est en train de détruire la République. Alors qu'en réalité, si on prend la séquence révolutionnaire, et puis ensuite la séquence de la terreur, où il y a eu état d'exception, suspension de la Constitution et guerre contre le peuple, le parallèle qu'on peut faire avec la Macronie et l'époque, c'est la Macronie et les révolutionnaires de l'époque. Puisque de toute façon, même l'état d'exception, le concept même d'état d'exception, n'existait pas au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, puisqu'on ne pouvait pas suspendre la loi. Donc, et ce qui s'est passé avec la terreur, c'est effectivement une révolution, une guerre contre le peuple. Contre le peuple. Parce qu'il faut le rappeler que le peuple ne voulait pas de cette révolution. C'est la bourgeoisie qui a... Exactement. C'est une révolution bourgeoise. Là, aujourd'hui, ce que l'on vit depuis quelques années, c'est une révolution de l'oligarchie qui fait véritablement une révolution, puisqu'on est passé d'un État soi-disant démocratique libéral à un État tyrannique et totalitaire, pour imposer ce nouveau paradigme qui est celui du soviéto-capitalisme, où en fait on a une oligarchie qui pilote l'appareil d'État.
Et donc le parallèle, la comparaison que fait Barbara Stiegler me semble erronée, parce que la République, enfin, la Révolution française, c'est des centaines de milliers de morts et des décapitations à tour de bras. Si tu me permets, ainsi, c'est les Bleus qui ont massacré les Chouans, ce sont les mêmes Bleus qui ont massacré les Gilets jaunes. Hein. Oui, mais c'est ça. Donc en fait, finalement, nous vivons en fait la continuation du processus révolutionnaire de 1789. C'est la République qui finit d'achever la France. Oui. Et si je veux pousser le raisonnement au bout, si je vais au bout du raisonnement, je dirais à Barbara Stiegler, si vous pensez que ce régime-là est violent, effectivement, il est violent, ils ont éborgné, etc. Eh bien, imaginez votre situation à vous, qui êtes anti-macroniste, à l'époque des révolutionnaires et de la terreur qui massacraient les Français par centaines de milliers et qui guillotinaient à tour de bras. Et c'était pas des mains arrachées oui, bien sûr. C'était un génocide. Des éborgnements. On peut le dire. Ouais, un peu plus licide. En tout cas, en Vendée, on peut parler de génocide. Oui, un peu plus licide. Ouais. Donc non, le parallèle avec la monarchie, c'est pas parce que Emmanuel Macron singe la monarchie, c'est pas parce qu'il organise des dîners au château de Versailles qu'il est dans l'esprit de l'ancien régime. Mais je défends pas l'ancien régime finissant, parce qu'effectivement, la noblesse a elle aussi participé à la révolution. Elle a été acquise aux idéaux de son propre cercueil, on peut dire. Exactement. Donc ça me permet de revenir là-dessus, et comme l'explique Giorgio Agamben, l'état d'exception permanent, lui en plus il vient de gauche, hein, je veux dire, c'est pas un contre-révolutionnaire, c'est pas un monarchiste. Il dit l'état d'exception, cette tradition n'est pas issue de l'ancien régime, il est issu de la tradition démocratique entre guillemets, républicaine et révolutionnaire. Donc la situation qu'on vit actuellement, l'état d'exception, la terreur, c'est une tradition révolutionnaire. Ok, bah écoute, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci à toi, Youssef. Je rappelle à nos auditeurs que tu viens de sortir un livre qui s'appelle « La guerre des États-Unis contre l'Europe », qui est disponible sur contreculture.com, 392 pages pour 25 €, qui est absolument passionnant, et j'invite vraiment tous les auditeurs à se le procurer. Merci pour tout, et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci. Salut, ciao. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.